Ils sont membres de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Ils veulent tout savoir de la marche du monde, mais sur eux-mêmes ne lâchent rien. Ils se présentent comme officiers de renseignement, mais on les appelle espions. Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils choisi ce métier? Pour la première fois, ils vont répondre à certaines questions, ouvrir certaines portes. Mais quand ils communiquent, c'est à leur manière, sans jamais abattre leurs cartes. Nous avons eu accès à ces professionnels de l'ombre, à certains d'entre eux seulement. C'est sous des pseudonymes qu'ils vont apparaître. Le décodeur et ses équations. Le guetteur et ses alertes. Le nettoyeur entouré de ses trophées. Le chimiste et la couturière avec leur panoplie de gadgets. Avant de devenir espion, il faut faire ses armes de stagiaire. Travailler ses dossiers, comme le spécialiste. Ou opter pour le terrain, comme le caméléon. Tous ont pour discipline le secret. Pour servir l'État, ils transgressent des interdits. Ils sont les soldats de l'ombre. Janvier 2004, quelque part en Afrique. Pour la première fois de son histoire, la DGSE accepte d'incorporer des journalistes à des espions. Nous allons partager la vie des agents français, leur vie clandestine sur le terrain. Du jamais vu. Mais à une condition, nous filmerons en caméra cachée. Pas question d'attirer l'attention sur nous. Aucun nom, aucun lieu ne doit transpirer. Nous voilà donc dans le Sahel, sans plus de précision. Celui que nous appellerons le caméléon a 31 ans. Il dirige le détachement. 3-4-4 qui s'enfonce dans la brousse. À chaque signe de vie, on s'arrête. Comme ici, près d'un puits pour le bétail. Ces nomades avec leurs troupeaux n'ont pas l'habitude de voir des blancs dans la région. Le caméléon va se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est sa couverture. La DGSE nous a interdit de la révéler. Couverture touristique, commerciale ou peut-être humanitaire, elle doit pouvoir resservir. Mais en fait, on leur a expliqué ce qu'on faisait dans la région et on leur a posé la simple question de savoir si c'était dangereux dans le coin de vadrouiller comme on est en train de le faire. Et là, bon, ils ont répondu que tout allait bien. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'ils disent forcément la vérité, mais ça a au moins l'avantage de leur expliquer ce qu'on fait et eux vont le répandre dans tous les puits ou les villages qu'on va rencontrer. Ils ne seront pas étonnés de nous voir parce que le téléphone arabe va très vite dans la brousse. Ouais, bon, c'est ça. Dans les manuels militaires, on appelle ça des conditions de vie rustiques. Le caméléon et ses hommes dorment sous la tente et transportent avec eux des réserves en eau, en vivres et en carburant. Une mission comme celle-ci peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Tout dépend de la cible. Le but général de la mission, c'est rechercher les indices de présence de terroristes dans la zone. Et ils sont nombreux? Ils sont nombreux et ils le deviennent de plus en plus. Plusieurs dizaines, plusieurs centaines? Plusieurs centaines. Et ils se déplacent comment? En convoi de véhicules armés, de grosses mitrailleuses sur affût, des gros 4x4 Toyota, et ils ne se déplacent pas à moins de 6 à 8 véhicules. Des fois, ça peut monter jusqu'à 20. Pour s'orienter, les cartes ne suffisent pas. Parfois, les pistes ont changé de tracé. Heureusement, le caméléon peut compter sur cet homme, son homologue des services secrets locaux. Toi, tu m'as dit que tu avais un informateur dans la zone, là. Comment c'est là? D'accord. Donc toi, tu penses que lui pourrait nous dire à peu près où ça passe? Où ça passe, traduisez, où l'ennemi s'infiltre et s'approvisionne. Mais qui sont ces terroristes du désert? Ils prêchent la guerre sainte, mais vivent de trafic. À la fois combattants islamistes et bandits de grand chemin. Nous partons vers le nord. Là-bas, ils ont été vus récemment. Là-bas, l'homologue connaît des informateurs. Nous arrivons dans un village. 300 familles environ, et un notable francophone ravi de cette occasion de pratiquer la langue. À nouveau, le caméléon se présente sous sa fausse identité. Nous aurons seulement le droit de voler quelques images.
On s'assoit pour la palabre. Le notable offre le thé. Le caméléon le sonde sur l'insécurité dans la région. Réponse rassurante, rien à signaler dans un rayon de 30 km. Mais comment savoir s'il dit vrai? Les bandes islamistes rackettent les populations et intimident les plus bavards. Ils sont évasifs. Déjà, ils ne se livrent pas comme ça à des étrangers sur des faits qui les concernent particulièrement. Et puis, bon, eux, apparemment, ce qu'ils veulent, c'est promouvoir la culture de leur pays, de leur tribu, leur village. Ils en sont fiers, apparemment, et ils n'ont pas envie c'est contre leur intérêt de dire que c'est truffé de terroristes dans la zone. Voilà. Ils veulent attirer les touristes. Ah, c'est ce que j'ai compris, non? Nous quittons la piste. À son niveau. L'homologue du caméléon stoppe le convoi. En pleine brousse, au milieu de nulle part. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va chercher son informateur. Et il y va seul. Voilà, il va seul. C'est le gars avec lequel il a l'habitude de travailler, donc il ne veut peut-être pas l'exposer aux yeux de ses voisins avec des occidentaux comme ça. Voilà. Moi ça me dérange pas. Un quart d'heure plus tard, l'homologue est de retour avec cet homme, son informateur. Ça va, je présume. Ouais, ça va bien. Salam alaikum. Ça va bien? Très bien. Le caméléon les emmène à l'écart pour parler. Cette fois-ci, les renseignements sont bien plus précis. Ils passent au nord vers minuit comme ça, vers 9h de la nuit. Ils n'ont pas un heure fixe. Récemment, t'as entendu parler qu'ils étaient passés? Dans le secteur, j'ai entendu par les éleveurs. Les éleveurs, j'ai entendu qu'ils ont passé à peu près il y a 20 jours maintenant. Ils ont passé là-bas. Ils cherchent à faire prier les gens obligatoires dans la brousse, là. Ils font des choses comme ça, quoi. L'informateur a bien coopéré. Le caméléon lui glisse un billet dans la main. A-t-il inventé des détails? Merci à vous. Au revoir. Ou au contraire, en a-t-il caché certains autres? Impossible de vérifier dans l'immédiat. Vous avez donné combien là? Là j'ai donné 5000 CFA. C'est-à-dire en euros? 7,5 €, c'est ça? Oui. Voilà. C'est pas cher pour un bon renseignement. Maintenant, bon, il a compromis personne. C'est assez général ce qu'il a dit. Moi, ça m'intéresse parce que c'est en rapport avec ce qu'on me demande de chercher. Donc on va le vérifier sur le terrain, mais c'est pas trop mouillé. Avant de vérifier sur le terrain, le caméléon fait son rapport et l'envoie par satellite. Tout n'est pas crédible à 100% dans ce qu'il glane. Paris devra faire le tri. Parfois, les informations concordent. Les espions français voient venir un événement. Il faut réagir vite. Exemple avec l'édition 2004 du rallye Paris-Dakar. Vous vous souvenez peut-être de ces images inhabituelles. La caravane quitte la piste pour le bitume. 2 étapes viennent d'être annulées. Les concurrents n'iront pas s'aventurer dans la brousse. Ils prennent sagement la route. Le lendemain, la course reprend ses droits. Avec le recul, le scénario apparaît plus clairement. Une centaine d'islamistes armés préparaient une embuscade. Et c'est la DGSE qui a donné l'alerte, pour éviter un kidnapping ou un attentat. Ce sont des agents, comme le caméléon, qui ont déjoué la razzia des islamistes. Le caméléon appartient au service Action, l'élite, le bras armé de la DGSE. Ces hommes ont un peu le profil des espions de cinéma. Tous militaires, ils vont sur le terrain, à l'étranger et dans la clandestinité. Les autres agents ont un quotidien moins romanesque. Leur quartier général se trouve quelque part dans Paris. Ils l'appellent la Centrale, surnom la Piscine. Interdiction pour nous de filmer une seule image identifiant les bâtiments. Il faut que les Parisiens continuent à passer devant la DGSE sans la voir. Vous avez peut-être déjà croisé le spécialiste. Il prend le métro tous les matins pour aller au travail. Avec ses horaires réguliers et son costume cravate, il a tout d'un employé banal. Et pourtant... J'ai 43 ans. Cela fait maintenant 13 ans que je travaille à la DGSE. J'arrive aux alentours de 8h30 le matin.
et je m'occupe du trafic d'armes en Afrique. Il faut montrer patte blanche pour pénétrer dans ces locaux. Un visiteur, et a fortiori une équipe de télévision, ne s'y déplace jamais seul. Nos accompagnateurs ne nous lâchent pas d'une semelle. Nous suivons le spécialiste. Rien de remarquable dans les couloirs, sauf ce petit détail, aucune machine à café. Non, il n'y a pas de machine à café, pour des raisons liées également à la sécurité. Qui dit machine à café dit intervenant extérieur. Pour éviter la maintenance. Éviter la maintenance. Chacun a une cafetière ou une bouilloire pour faire quand même un café qui permet de lier amitié. La DGSE n'est pas une administration comme les autres. La sécurité règle tous les gestes. À chaque couloir, un coffre à clés. Les clés ouvrent les bureaux. Dans les bureaux, des armoires fortes. Sur les rayonnages, les précieuses archives. Ouvrir, fermer, verrouiller. Même les téléphones ont des combinaisons. Veuillez composer votre code personnel. Votre manœuvre est enregistrée. Le spécialiste traque les livraisons d'armes. Quand il a de bons tuyaux, il écrit une note de renseignement. Il ne sait pas qui la lira. Un conseiller, un ministre, le président de la République, pourquoi pas. En voici une, divulguée pour la première fois devant une caméra de télévision. C'est dans la région des Grands Lacs, en Iturie. On a détecté une livraison de plusieurs milliers de machettes. On s'interroge pour savoir pourquoi ces machettes ont été livrées dans une région du monde où malheureusement c'est une arme tristement connue. Comment vous en avez la preuve ? Alors, nous avons eu la preuve par le fait que nos personnels présents sur place ont identifié la cargaison. Il y a surtout aussi un niveau de fiabilité qui permet au lecteur de dire que cette note est vraiment étayée, qu'elle est sûre ou pas sûre. Et là, en l'occurrence, du fait qu'on sait qui est l'origine du renseignement, elle est très cotée, 80%. Le spécialiste n'a pas toujours été à la DGSE. Pendant 15 ans, il a navigué sur des frégates de la Marine nationale. Aujourd'hui, il ne porte plus l'uniforme. Mais il y a une chose qu'il continue à défendre contre vents et marées, le patriotisme. Bon, c'est un mot qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Oui, il faut être patriote, oui, tout à fait. Il faut avoir vocation à servir la République. Oui. Oui, vocation, c'est le terme qu'il faut utiliser. Vous dites que c'est un mot qui n'est plus utilisé ? Bah non, la société aujourd'hui, vous faites vieux con, excusez-moi du terme, quand vous dites patriote. Hein. Comment vous vous sentez dans ce monde-là, avec cette motivation-là ? En décalage total. On est complètement décalé. On a une vision... Vous ne pouvez pas effacer votre journée simplement en passant la porte le soir. Quand vous traitez des sujets où des peuples entiers, des enfants ou des femmes sont assassinés, tués ou massacrés, l'autobus qui a écrasé le chien, ça ne vous touche pas du tout, quoi. Le soir, dernier rituel avant de partir. La déchiqueteuse, la choucrouteuse dans le jargon. Tout y passe. À la DGSE, on ne laisse rien traîner. On se méfie même des corbeilles à papier. On n'est pas un peu dans l'espionnite, là ? Pas du tout. Dans les grandes entreprises, vous détruisez votre poubelle en fin de journée. C'est pas un peu de paranoïa ? Pas du tout. C'est réellement la base du travail, la sécurité. Même si le spécialiste prétend le contraire, un règlement aussi bureaucratique a de quoi perturber. Ici, on a la culture et parfois le culte du secret. Dans les couloirs, les portes restent fermées. Personne ne sait qui travaille derrière. Prenez la couturière, par exemple. Beaucoup dans la maison, y compris le spécialiste, ignorent probablement jusqu'à son existence. Et pourtant, c'est un rouage irremplaçable pour la collecte d'informations. À un autre étage, une porte s'ouvre sur un laboratoire, l'antre du chimiste. Le chimiste et la couturière ont un point commun. Ils dissimulent des micros et des caméras. Un classique de l'espionnage. Les gadgets de James Bond font partie de la routine. Aujourd'hui, la couturière doit équiper un sac à main avec une micro-caméra. Les techniciens maison lui ont fourni 2 modèles possibles. Lequel choisir ? En l'occurrence, les parois d'un sac sont très fines, donc il faut trouver le bon endroit par rapport à l'épaisseur de la caméra. Quel type de sacs peuvent vous passer entre les mains ? Toutes sortes.
tout dépend de la situation dans laquelle va être la personne qui va l'utiliser. Avantage du sac, il n'a pas, comme les vêtements, à être lavé régulièrement. Mais parfois la consigne tombe. Il faut transformer une chemise ou une veste. La couturière doit alors imaginer une solution pour pouvoir, à chaque lavage, retirer le dispositif. Le chimiste fabrique, lui, des copies d'objets. Ici, un masque africain. L'original a été subtilisé quelque part à l'étranger, moulé en urgence, puis vite replacé avant que quelqu'un, là-bas, ne se rende compte de sa disparition. Le chimiste peut maintenant, au calme, en faire une copie, avec un micro intégré. Le nouveau masque sera substitué à l'original. Les murs auront des oreilles. Il faut être un petit peu bricoleur dans l'âme. Depuis que je travaille au service, j'ai eu l'occasion de réaliser tout type de pièces, en l'occurrence des pieds de lampe, des pieds de lit, des poignées de porte, un cendrier, objet qui est assez courant, c'est le cendrier, la bougie, ce genre de choses. Est-ce que vous savez où elle va partir, cette statuette? Non, pas du tout. Je ne connais pas la destination ni l'objectif. Vous savez au moins si elle ira décorer un bureau ou un appartement? Même pas. On demande tout simplement si ça a marché ou si ça a raté. Et on a uniquement un oui ou un non. Quand on travaille à l'usine, on va faire un vêtement, il va être jeté à la poubelle et on l'oubliera vite. Tandis que là, bon, même si je ne suis pas connue, et ça m'est égal, mais je fais un produit qui va servir à quelque chose, et celui qui va s'en servir ne l'oubliera pas parce qu'il va se dire c'est grâce à ça que j'ai réussi ma mission. Et ça, c'est hyper important et c'est une fierté qu'on ressent. Travailler de façon clandestine, faire des intégrations, écouter les gens, ce genre de choses est mal vu. Je pense que c'est mal vu de la population française. Et vous en souffrez? On n'en souffre pas, non. Non, on vit normalement, on travaille au ministère de la Défense, point, et c'est tout. Des couturières et des chimistes, il en existe sûrement ailleurs, au sein des services secrets étrangers. Des concurrents, ayant eux pour cible la France, et notamment ses ambassades. Le nettoyeur en a visité 88 dans sa carrière. Il les a auscultés, il a soulevé les moquettes, décroché les tableaux, retourné les livres. Alors dans ce placard, on a stocké un certain nombre de pièges. Il cherchait des micros posés par l'ennemi. Il en a trouvé. Ici, une cale de porte qui, en plus de ses qualités de cale, renfermait un petit émetteur radio, émetteur bien sûr clandestin. Dans quel pays? Ça se passe dans un pays de l'Est, pays du pacte de Varsovie. Ici, une rampe de prise, donc branchée sur la prise murale d'un bureau sensible. Alors là, il n'y a pas de souci d'alimentation, puisque c'est le secteur qui alimente le piège gratuitement, si je puis dire. Voici le trophée le plus sophistiqué, la fierté du nettoyeur. Qui est solidaire. Une pièce de machine à écrire, évidée et usinée, commandée à distance. Comment avez-vous découvert que cette machine à écrire était piégée? La façon la plus simple et la plus efficace était d'utiliser les rayons X. Sur la radio, on distingue bien les composants. Un petit chef-d'œuvre d'électronique. Dans la profession, le KGB, les services soviétiques, n'avaient pas d'égal. C'était un adversaire, c'était pas un ennemi, mais c'était un adversaire qu'on respectait. Et on savait que dans notre domaine, ils étaient très forts. Le communisme, l'ennemi d'une vie. Beaucoup n'avaient connu que lui. En 1989, tout s'effondre avec le mur de Berlin. Les services perdent leur adversaire héréditaire et avec lui, une raison d'être. Le terrorisme venu d'Algérie bouleverse la donne au milieu des années 90. Détournement de l'Airbus d'Air France, puis bombe dans les transports parisiens. Les hommes de l'ombre gagnent une légitimité nouvelle. En 2001, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire finit de convaincre les plus sceptiques. L'Occident a changé d'ennemi et d'époque. Jamais peut-être les services secrets n'ont été autant sollicités
que depuis le 11 septembre. L'affaire des armes de destruction massive irakiennes a beaucoup occupé la DGSE. Le travail des espions dans cette région du monde a peut-être permis à la France de maintenir, d'affermir sa position contre la guerre. En période de crise, l'état-major de la DGSE se réunit tous les jours dans cette petite pièce. Ici, on rédige des synthèses pour le pouvoir politique. On prépare une note à destination de nos 5 grands destinataires, des 5 grands, on les appelle comme ça dans le jargon du service. 5 grands que sont Président de la République, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. On a des moyens chiffrants, donc téléphone chiffrant, fax chiffrant. Chiffrant. Tout ce qui passe à travers ces appareils ressort codé. En moyenne, une trentaine, une quarantaine de notes par jour sortent de la DGSE à destination de ces 5 grands destinataires. La lutte contre le terrorisme mobilise aujourd'hui le gros des matériels et des troupes. Observer, anticiper, contrecarrer, c'est le rôle du guetteur. Le guetteur s'appuie sur des spécialistes. Salut camarades. Comme ce collègue qui fait autorité sur Al-Qaïda. Je viens de voir pour savoir si je peux utiliser ça pour la réunion demain, tu sais, de l'autre côté de la mer. Est-ce que c'est encore d'actualité? Ce schéma représente notre vision de l'organisation Al-Qaïda, ce qu'on appelle le noyau dur, c'est-à-dire l'organisation elle-même. Comment on fait pour dessiner un organigramme aussi précis et, si possible, d'actualité? On émet plusieurs hypothèses, plusieurs constructions, et puis on essaye d'affiner, de recouper. Les réseaux évoluent tout le temps, d'abord parce qu'il y a régulièrement des arrestations, donc il faut les remettre à jour, car lorsqu'on enlève une tête, la nature fait qu'une nouvelle pousse. Le guetteur sort rarement de son bureau pour aller sur le terrain. Tout ce que la DGSE arrive à savoir sur le terrorisme s'affiche sur ce simple écran d'ordinateur. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Impossible de filmer ces télégrammes. Secret défense. Mais il est forcément question de territoire palestinien, de dictatures orientales, de monarchies pétrolières. Le guetteur filtre en permanence un flot d'informations, avec 2 à 3 fois par jour, une pépite. Par exemple, la semaine dernière, on a reçu sur cet écran une information, un renseignement plutôt relatif à un projet d'attentat par un camion bourré d'explosifs dans un pays en crise. Cette information a été traitée immédiatement. On a prévenu nos personnels sur place, qui eux-mêmes ont pris les mesures nécessaires. On a prévenu les services locaux. Et est-ce que c'est grâce à nous ou est-ce qu'il y avait déjà l'information qui circulait par ailleurs? En tout cas, l'action n'a pas eu lieu, l'attentat n'a pas eu lieu. C'était dans quel pays? C'était dans un pays en crise dont on parle souvent à la télévision, mais je ne peux pas vous en donner plus. Et la région? Je dirais que c'est à l'est de la France. Ça pourrait être le Proche-Orient ou le sous-continent indien, vous avez le choix. Anecdote invérifiable. On est obligé de le croire sur parole. Mais une chose est sûre, le guetteur est un homme bien informé. Son métier est de donner l'alerte, mais à ses proches, il ne peut rien dire. On est astreint au secret, et parfois c'est très pesant. Quand on est dans un dîner en ville où les gens se mettent à dire des bêtises sur un sujet que vous connaissez bien, vous ne pouvez pas intervenir en disant « mais arrêtez de raconter n'importe quoi, voilà la réalité, je vais vous la donner ». Ça c'est totalement... On a des petites frustrations de cet ordre-là qui arrivent souvent, mais je trouve qu'il y a peu de choses au monde qui donnent plus de satisfaction que de savoir qu'on a aidé à sauver une vie humaine. Le guetteur affirme détenir la vérité sur certains sujets. Mais que sait-il vraiment de plus que l'homme de la rue? Une masse énorme d'informations circule dans le monde. Chacun, de chez soi, peut y avoir accès. Il suffit d'une parabole ou d'un abonnement à Internet. Sa plus-value, la DGSE l'apporte avec ce qui échappe au domaine public, la face cachée, la plus confidentielle. Pour extirper ces informations-là, il faut recruter chez l'ennemi des indicateurs traîtres à leur pays. Les services français les approchent. Flatterie, corruption, pression, tous les moyens sont bons. Ceux qui manipulent ces sources humaines appartiennent à la DGSE. Ils résident à l'étranger, le plus souvent dans les capitales. Pour les régions reculées ou les pays en guerre,
on envoie des éclaireurs, comme le caméléon, des militaires habitués au danger. Mais il existe une solution pour s'informer sans risque. On appelle ça le renseignement technique, en clair les écoutes, les interceptions. Depuis quelques années, les grands services d'espionnage ont beaucoup investi dans la haute technologie, au risque peut-être de se couper des sources humaines, des indices à l'ancienne. Voici la plus grande concentration de paraboles de France, en pleine campagne, dans le Périgord. Ces antennes pointent les satellites du monde entier. Elles écoutent le ciel, jusqu'en Extrême-Orient. La DGSE refuse catégoriquement de parler des cibles. Pourtant, elles semblent évidentes. Islamistes, militaires, diplomates, chefs d'entreprise. La DGSE appelle pudiquement ce site « Centre radioélectrique ». Traduction en langage populaire, les grandes oreilles. Au village, tout le monde est au courant. Mais personne ne sait vraiment ce qu'ils font là-haut, ceux du terrain militaire. Ils écoutent. Ils écoutent. Même là, ça se trouve, ils nous écoutent. C'est possible. Vous savez si ce sont des militaires, c'est la police? Vous savez quelle institution est derrière ça? Non, je ne sais pas du tout ce qui est derrière ça. Moi, je suis né ici, j'habite la région. Et je connais des personnes qui ont travaillé, je connais encore des personnes qui travaillent, mais elles n'en parlent pas, quoi. Des voisins discrets, qui font jaser, mais sur lesquels on se trompe. La DGSE n'écoute pas les conversations ordinaires au téléphone. L'international seulement l'intéresse. Si un terroriste appelle de France sa base arrière, par exemple. Ces interceptions-là, ces branchements, sont réglementés. Le vrai problème est ailleurs, dans les airs. Les messages captés par les paraboles échappent, eux, à tout contrôle. La DGSE n'a pas de compte à rendre quand elle écoute le reste du monde. Ceux qui écoutent, ceux qui lisent, n'ont pas d'autre limite que celle qu'ils se fixent. Celui que nous appellerons le décodeur a parfois des doutes. Lui ne réceptionne que les messages cryptés. Personne ne m'a appelé? Non. Tant mieux. Le décodeur a 30 ans. Il a fait Polytechnique. Rien ne l'avait préparé à ce métier où l'indiscrétion est une qualité. On peut converger en se demandant finalement est-ce que c'est bien d'écouter les conversations des autres? Est-ce que légitimement on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est pas quelque part violer leur intimité et finalement pour se remotiver il faut se dire on fait ça pour rendre service à la France. Le décodeur travaille sur des données incompréhensibles. Des pavés de lettres et de chiffres incohérents qui cachent des messages, emails et fax. Mais trouver la clé de l'énigme peut prendre des années. Il faut combiner le flair de l'homme et la puissance de la machine. Le décodeur actionne à distance des monstres informatiques, les supercalculateurs. Nous descendons sous terre. Derrière les portes blindées, le bruit et le froid. La climatisation tourne en permanence pour ces cerveaux géants et dociles qui attaquent les cryptages ennemis avec les formules mises au point par le décodeur. C'est presque fini. Les supercalculateurs sont venus à bout de ce code-ci. Visiblement, ce message-ci parle d'un transport d'uranium. De l'uranium 235, livré par bateau, mais pas avant décembre. Ceux qui communiquent en crypté ont un langage très direct. Parfois c'est choquant, bien sûr. Par exemple, lorsque on parle d'un assassinat qui va bientôt avoir lieu ou des choses comme ça. Donc là, on sent qu'on a vraiment quelque chose de brûlant, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de notre métier. Vous gagnez combien? Environ 2750 €. Net? Enfin, oui, c'est l'argent que je peux dépenser chaque mois. Et dans le privé? Dans le privé, je pense que je pourrais gagner 20-30% de plus. Un polytechnicien de votre âge? Oui, il y en a certains qui gagnent même beaucoup plus que ça. On peut doubler le salaire facilement, doubler ce salaire. Ça vous fait hésiter? Non, parce que pour l'instant, je suis passionné par mon travail. Et puis, je fais des choses que je n'aurai l'occasion de faire nulle part ailleurs. À ses amis,
le décodeur dit qu'il travaille au ministère de la Défense. À ses parents, qu'il est agent de la DGSE. Que peut-il avouer à son épouse? Nous avons pu la rencontrer. Pour la première fois, nous sommes autorisés à sortir du cadre strictement professionnel, à condition, bien sûr, de choisir un lieu neutre et de cacher les visages. Est-ce que, madame, vous saviez où travaillait votre mari quand vous l'avez rencontré? Quand je l'ai rencontré, il ne travaillait pas là où il travaille actuellement. Il terminait ses études. Et puis, il se trouve qu'il s'est orienté dans cette direction-là. Vous l'avez su? Oui, il ne me l'a jamais caché. En fait, il m'a très vite dit que je ne saurais pratiquement rien du contenu de son travail. Est-ce que vous êtes un peu jalouse de ça? Ça peut m'arriver, mais vraiment rarement. Dans ces moments-là, qu'est-ce que vous vous dites? Donc ça doit être un petit peu excitant de connaître des choses qui sont sues par peu de monde. Ce qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir partager ses soucis, par exemple. Ce qui est difficile, c'est de ne jamais pouvoir dire exactement ce qu'on fait, ni pouvoir partager les joies ou les peines que l'on peut avoir à son travail. La DGSE se comporte comme une maîtresse exigeante. L'entourage des agents doit en savoir le moins possible. Mais la réciproque n'est pas vraie. La DGSE veut connaître la vie privée des uns et des autres. Le service de sécurité monte des dossiers très fouillés, sur tout le monde. On est nous-mêmes des cibles. On détient du secret, donc on pourrait intéresser un État adverse ou un groupe terroriste d'ailleurs. Et donc toute dérive de notre vie, qu'elle soit sentimentale, financière, idéologique, peut faire de nous une cible. Ça veut dire que votre vie sentimentale, financière est connue? Est connue, qu'on doit en rendre compte. Voilà. On est obligé de laisser un peu une toute petite part de liberté, mais ça coûte cher quand même au vestiaire de la DGSE quand on y rentre. Sacrifier une part de sa liberté. Les candidats à la DGSE en ont-ils conscience avant de s'engager? Vous avez dû les voir plusieurs Depuis fois, quelques années, les services s'ouvrent sur la société. Ils se démilitarisent, avec aujourd'hui 2/3 de civils dans leurs effectifs. Et se féminisent. Un quart des espions sont des espionnes. Bon. Ce jeune homme, le stagiaire, vient de réussir le concours d'entrée à la DGSE. Un concours discret organisé chaque année. Ses ex-camarades de Sciences Po le croient dans les bureaux du ministère de la Défense. Ils ne sauront jamais la vérité. J'ai eu mon diplôme ici il y a de ça, disons, 3 ou 4 mois, quoi. J'étais encore un étudiant ici, comme tous ceux qu'on peut voir autour. Étudiant lambda. Pourquoi cet étudiant a-t-il un beau jour postulé à la DGSE? Peut-être parce qu'il a toujours été un gros consommateur de romans d'espionnage. Maintenant, il peut les relire avec un œil neuf. On est parfois un peu énervé par certains passages dont on se dit mais c'est totalement invraisemblable, mais le premier qui fait ça, il est radié immédiatement du service avec pertes et fracas. Et puis parfois on est étonné au contraire de trouver des éléments qui sont en fait assez proches de ce qu'on vit au quotidien. Et des fois dans un roman, vous prenez tel petit bout, telle phrase, telle technique employée et vous vous dites ah oui, je la connais aussi. Donc il va falloir se décaler. Parmi les techniques de base, la filature. Okay. C'est le b.a.-ba du métier, le bagage minimum qui servira à tous, un jour ou l'autre. Un décalage minime et reprendre ensuite. Ce jour-là, le stagiaire apprend comment repérer des suiveurs dans la rue. Le plus difficile étant de s'en débarrasser sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc venant d'une zone à faible densité, vous emprunterez un grand boulevard. Et lorsque vous avez un magasin avec le soleil qui réfléchit dedans, par exemple, ça vous fait un miroir. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Le lendemain, le groupe passe à la pratique. En plein Paris, incognito. Le stagiaire et ses camarades vont jouer les fileurs, les poursuiveurs. La cible, leur professeur. C'est lui le lièvre. Personne ne connaît son itinéraire. Notre stagiaire marche en tête des fileurs. Nous suivons en caméra cachée. Là, le problème, c'est pas perdre le lièvre, bien sûr. Garder la bonne distance entre lui et moi. Et surtout, bien avoir le coup d'œil pour les autres suiveurs. Les autres fileurs, parce que sinon tu les perds et t'es tout seul. Il s'est arrêté, on arrête.
Le lièvre demande son chemin pour corser l'exercice. Derrière, difficile de garder une contenance. Parfois, le lièvre avance comme une tortue. Il se dirige vers une librairie. Un autre piège pour les suiveurs. Derrière, le stagiaire fait signe aux autres de ralentir. Le lièvre entre. Que faire? Il peut s'échapper par une autre issue. Mais si un fileur entre à son tour, le lièvre risque de mémoriser son visage. Le stagiaire ferme le poing pour passer le relais. Les autres vont faire le guet. Lui pénètre dans la librairie. Tout ça peut sembler facile. Erreur. Réussir une filature demande de l'instinct et du sang-froid. Nous sommes loin des cours de Sciences Po. Le stagiaire s'est fait des frayeurs. Le frisson, on le ressent dès qu'on sort, même pour un exercice, parce qu'on se met dans la situation. Bien sûr, on sait que l'exercice il se passe en France, qu'il ne peut rien vous arriver de très grave. Mais en même temps, on pense aussi qu'on pourrait être dans un environnement plus hostile et que cette fois-ci, la moindre erreur pourrait avoir des conséquences graves. Il y a cette petite excitation de faire un métier que très peu de gens dans le monde ont eu la chance de faire. Fin de l'exercice. Le lièvre s'engouffre dans le métro. Les élèves fileurs ont gardé le contact jusqu'au bout. Le stagiaire n'a que 2 mois d'ancienneté. Mais quand il parle de la DGSE, il dit « nous » avec le plus grand naturel. L'habit d'espion lui va déjà comme un gant. Il n'en est qu'à l'apprentissage de la filature, mais assume déjà le reste, ce qui viendra peut-être, l'illégalité. Il faut accepter le principe d'accomplir certains actes peut-être, disons, illégaux. Illégaux, voire immoraux. Cambriolage, écoute téléphonique, chantage. Oh, ce genre de choses, déjà, le service a tendance à les éviter autant que possible. Ce n'est pas non plus un repère de gangsters, hein, on n'est pas là pour ça. Mais, disons, immoraux, je pense qu'ils sont toujours dirigés contre des personnes qui se sont elles-mêmes mises hors la loi et jamais contre des citoyens innocents ou simplement suspectés. Et effectivement, parfois, la démocratie, pour être défendue, a besoin de méthodes qui ne sont pas très démocratiques, oui. À travailler dans l'illégalité, les espions à l'étranger courent souvent le risque d'une arrestation. Le caméléon, lui, joue plus gros encore. Il piste un ennemi très dangereux, qui ne s'embarrasserait pas de procès. Une rencontre fortuite, une prise en otage, pourrait signifier le pire. Le caméléon et ses hommes vont attendre la nuit pour vérifier un renseignement collecté la journée. Les islamistes se ravitailleraient souvent en eau tout près d'ici. Vous êtes armé? Oui. Vous pouvez nous montrer? Oui. Une kalachnikov, chacun la sienne. C'est utile? Je dirais que notre but, c'est de ne pas s'en servir, de tout faire pour éviter le contact. Voilà, c'est une arme pour l'autodéfense, rien de plus. Interdiction désormais d'allumer une lampe et de faire le moindre bruit. L'équipe se poste sur une hauteur. La piste serpente 500 mètres plus bas, près d'un village. Les bandes armées seraient passées ici la veille, avec leurs 4x4. Le caméléon et ses hommes se répartissent les quarts avant de dormir. Ok, c'est moi qui te réveille. Il y a quelque chose d'un peu ridicule ou d'un peu dérisoire de vous voir comme ça, seul, dans la savane, à guetter un ennemi invisible. Oui, effectivement, ça peut paraître dérisoire. Ceci dit, il faut bien que quelqu'un soit là pour voir qu'effectivement, c'est cet axe de pénétration qui est en train d'être réduit aussi. La DGSE, c'est la sécurité extérieure. Donc il se trouve logique que je sois à l'extérieur du pays. Pour prendre les risques en amont et pas découvrir les problèmes une fois qu'ils sont sur notre territoire. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Le caméléon porte des JVN, jumelles de vision nocturne. De quoi percer la nuit et discerner des phares de voiture à plusieurs kilomètres. Mais pas de passage suspect cette nuit-là. Au petit matin, le détachement lève le camp. Surprise, quelques heures et quelques kilomètres plus loin, nous tombons nez à nez sur une douzaine d'hommes armés. Fausse alerte, nos visiteurs appartiennent à l'armée régulière. Ils sont sur la piste des mêmes bandes islamistes.
L'homologue du Caméléon les rassure sur notre présence dans le secteur. Ils nous ont dit qu'ils ont eu trace des bandits dans la zone où nous nous trouvions hier. Ils ont trouvé des traces de passage des bandits que nous recherchons, des traces de bivouac et de fûts vides qui servent au ravitaillement en essence. Donc ça confirme un petit peu nos dires. Il se peut que la France vous demande d'intervenir contre ces bandes armées. Il se peut que la France nous demande d'intervenir, effectivement. Ça fait aussi partie de votre mission. Oui, c'est la composante action du service action. Informé, d'accord, mais vous pouvez aussi intervenir militairement. Tout à fait. Mission accomplie pour le Caméléon. La localisation des islamistes a été confirmée et affinée. Nous allons quitter le pays comme nous sommes arrivés, sans passer par la douane. L'équipe repère une large étendue de latérite plate et durcie par la sécheresse. L'horaire a été fixé à 23h02. À 23h02 précise, un avion Transal d'une 40aine de tonnes atterrit dans l'obscurité sur cette piste de fortune. Vitesse au point d'impact, 200 km/h. L'équipage appartient à la DGSE. Il a posé l'avion en aveugle, sur un terrain inconnu, balisé seulement par quelques lampes torches. Quelqu'un nous agrippe dans la bourrasque de sable et nous fait monter. Avec de telles missions, l'État français s'autorise à l'étranger ce qu'il s'interdit sur son territoire, l'illégalité. Tous les pays ont leurs services secrets, même les démocraties. Aucun dirigeant n'y renoncerait. Le monde est devenu imprévisible. Mais la société aussi a changé. Elle réclame plus de transparence aux hommes de l'ombre. Le secret a mauvaise presse. La DGSE devra rendre des comptes, mais sans se compromettre. S'ouvrir sans se découvrir.